Ce soir, je vais vous parler d'un sujet sur le couple. Et puis sachez qu'il y a plein d'activités qui ont lieu ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire auprès de Marguerite parce que je donne régulièrement des conférences. Il y a des ateliers de méditation, de mouvements d'énergie, des cours et tout ça. Alors ce soir, on parle du couple et si vous êtes déjà venu à des conférences ici, vous savez que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un autre regard que ce qu'on sait à peu près déjà tous. On essaie de vous apporter comme un autre éclairage, en général issu de la tradition essénienne. Alors, j'ai mis ce sujet-là, le couple spirituel. En réalité, c'est juste pour faire comprendre ce dont je veux vous parler, mais moi je veux vous parler du couple dans la vie quotidienne. Donc pas nécessairement spirituel dans le sens de différent, bizarre et tout ça. On va parler de choses terre à terre, de relations humaines. Vous êtes prêts, on y va? Alors en général, je commence mes conférences de cette façon-là, parce que moi, ça ne m'intéresse pas de vous redire ce que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu, vous avez déjà lu, ce qu'on vous a déjà dit. Alors bien sûr, il y a le couple et le mariage dans l'aspect de la Bible, qui est un des livres fondateurs des grandes religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Je vous ai mis ici « croisser et multiplier ». Il y a une autre traduction, c'est « féconder et multiplier ». Ici, les curés dans l'église ont beaucoup dit, ils ont encouragé les gens à féconder. Ça, c'est un des enseignements de la Genèse. Alors le couple homme-femme, il a été beaucoup placé dans cette idée de la Bible qui a été interprétée. Je vous ai mis ensuite une citation de Freud, la psychanalyse, qui est arrivée au début des années 1900, et qui dit finalement l'amour, c'est un état de psychose temporaire. Donc ça, c'est votre histoire d'amour ou votre couple vu par le fondateur de la psychologie, que finalement, vous êtes juste en état de psychose, puis quand ça s'arrête, vous n'êtes plus amoureux. C'est comme ça. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. La conclusion de beaucoup de contes traditionnels, qui donnent aussi une certaine vision de qu'est-ce que c'est un couple, qu'est-ce que c'est un mariage, jusqu'à ce que la mort vous sépare, bien sûr, ce que le prêtre dit lorsqu'il marie les gens, même si aujourd'hui plus de 50% des mariages finissent en divorce assez rapidement. Alors l'amour n'est rien d'autre qu'un processus neurobiologique qui se produit dans le cerveau. Donc ça, c'est une définition de la science moderne qui étudie les neurones et qui dit que quand on mange du chocolat, on a une sensation de plaisir et de bien-être. Et puis quand on est amoureux, finalement, on a les mêmes hormones et les mêmes neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc finalement, être amoureux, c'est un processus biochimique dans le cerveau. Je vous ai mis aussi deux petites citations de genre de photos qui circulent beaucoup sur Facebook. Vous savez où il y a écrit « partage si tu aimes ». Et donc, juste besoin de ta présence, le reste n'a pas d'importance. Et puis, l'amour n'a pas à être parfait, il n'a qu'à être vrai. Alors ça, c'est des jolies citations romantiques. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez un petit peu tous ces points de vue, vous en avez déjà entendu parler, vous connaissez, mais moi, c'est autre chose qui m'intéresse. C'est mon expérience, tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pratiqué dans l'enseignement essénien, c'est ça, cet éclairage-là, ce point de vue-là que je veux partager avec vous ce soir. Et puis j'espère que ça va vous permettre d'envisager votre relation ou vos relations sous un autre angle, peut-être. On y va? Alors, d'abord pour qu'on s'entende, selon la science moderne, mais selon les spiritualités les plus anciennes du monde, la matière est une toute petite partie de la réalité. Que vous lisiez des textes anciens ou que vous intéressiez aux spiritualités modernes, c'est un point commun, c'est que les hommes disent depuis le commencement des temps qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres choses dans d'autres mondes, il y a d'autres dimensions et tout ça. Pour la science moderne, ce qu'on peut échanger, vous êtes assis dans la salle, je suis en face de vous en train de parler, il y a de la lumière, il y a des couleurs, tout ça n'est que 0,3% de la réalité. Si on rajoute le Wi-Fi, les ondes cérébrales, toutes les choses qui ne sont pas comme physiques, mais qu'on peut mesurer avec des appareils, les appareils courants, l'électricité statique, les champs magnétiques, tout ça, même l'antenne de l'Escher, pour ceux qui connaissent les trucs de magnétisme, on arrive à 5% de la matière complète de l'univers.
Ça veut dire qu'au plus, là, si on intègre tout, même ce qui est comme déjà invisible, hein, nos pensées ne sont pas visibles, on arrive à 5%. Ça veut donc dire que 95% de la réalité est au-delà de tout ça, et elle n'est pas mesurable avec des instruments. On en déduit l'existence en physique, physique quantique et tout ça, mais on n'a pas réellement d'instruments pour capter ces 95% de phénomènes. Et il ne faut pas imaginer que 95% c'est comme une sorte de masse inerte. Il y a plein de choses. Vous imaginez, nous, dans le 0,3%, tout ce qui peut se passer? On est 7-8 milliards sur Terre, on court dans tous les sens, on s'agite, on est dans différentes cultures, on parle différentes langues, on a différents projets. Tout ça, c'est du 0,3%. Et tout ce que vous pouvez voir dans l'univers, les étoiles, les autres planètes, les ovnis et tout ça, c'est 0,3% parce que c'est visible à l'œil nu. Donc vous imaginez que dans le 99,7% restant, il se passe plein de choses. C'est carrément incroyable, énorme, inimaginable. D'accord? Donc quand les grands mystiques, les grands sages, les grands guides de l'humanité ont parlé de l'au-delà, d'autres royaumes, d'autres mondes, d'invisibles, de dieux, d'anges, de démons et tout ça, ils vous parlent de tout ce qui se passe dans d'autres plans, dans d'autres dimensions. Donc pour un essénien, si on parle d'un homme, d'une femme, d'un corps physique, on est dans du 0,3% de la réalité. C'est important, c'est même très important, mais c'est 0,3%. C'est pas à peine de s'énerver plus que ça. Donc pour les esséniens, les humains sont absolument pas que de la matière. Non seulement on a des pensées, on a des sentiments, on a des croyances, on a des niveaux de conscience, on a des souvenirs, on a plein d'autres choses qui nous constituent. Donc, pour nous, le subtil, je vais appeler ça subtil, ok? Ça veut dire que ce n'est pas le 0,3%, c'est même pas le 5%, c'est le 95%. Le subtil, il est plus important que ce qu'on peut palper avec nos sens. Alors, je vous ai mis des exemples hyper simples. Vous voyez ce couple-là avec le monsieur qui est en train de la demander en mariage à genoux. Si on regarde le 0,3%, on découpe deux macabées, et puis on va dire, ben voilà, c'est deux animaux, il y en a un mâle, une femelle, bon. Si vous regardez ce couple un petit peu de loin, hein, c'est cute, ça donne une espèce d'émotion, ça touche. Vous avez vu sur YouTube, il y a des vidéos comme ça où on voit les gens qui se demandent en mariage et tout ça. Vous voyez, ça c'est tout ce qui dégage autour d'un couple. Ça veut dire que c'est 99,7%. L'énergie, les émotions, l'attitude, les pensées, les espoirs. On est dans le 99,7%. C'est ça qui est intéressant, non? Alors, vous voyez, je vous ai mis un autre exemple ici. On a un couple et ils se parlent. Alors, en bas, ici, vous voyez, c'est ce qu'ils disent avec leur bouche. Donc, on est dans le 0,3%. Ils se parlent. Donc, elle lui dit, je veux être belle pour toi. Puis lui, il lui dit, je t'aimerai toujours, ma chérie. Alors, qu'est-ce qui est dans son... Ça, c'est dans son 0,3%. Qu'est-ce qui est dans le reste de son intention, de sa conscience, de ses croyances, de ses peurs, de ses doutes? Par exemple, quand il dit « je t'aimerai toujours », peut-être qu'il a une motivation secrète qui est « mes amis vont être jaloux, tellement elle est belle, c'est une belle petite pitoune, c'est ça ?» Alors il se dit, pour lui c'est une source de pouvoir et d'existence d'avoir une femme que lui considère comme désirable pour les autres. Donc quand il lui dit, dans le 0,3%, il lui dit « je t'aimerai toujours, je serai là pour toi », peut-être que ailleurs, à l'intérieur, dans le 99,7%, peut-être qu'il veut dire autre chose, peut-être qu'il croit autre chose, qu'il pense autre chose, qu'il sent autre chose. Peut-être qu'il n'en est pas conscient. Hein? Et elle lui dit qu'elle veut être belle pour lui, elle veut lui plaire et tout ça. Peut-être que c'est parce que dans le fond, avec lui, elle se sent en sécurité. Il lui apporte un sentiment de sécurité qu'elle n'a pas sans lui. Donc vous comprenez que regarder un couple, vous ne pouvez absolument pas vous limiter à 0,3%. Et est-ce que vous pouvez reprocher à quelqu'un de ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans son 99,7%? Dans la vision essénienne du monde, la nature aussi, tout ce que vous voyez dans la nature, les montagnes, les rivières, l'hiver, l'été, les vagues de froid, tout ça c'est dans le 0,3% de la matière. La nature, elle aussi, elle est dans un 100% de matière globale de l'univers. Ça ne veut pas dire que
ici, cette maison, la ville, le pays, c'est 0,3% et que 99,7% c'est dans d'autres galaxies. Hein, c'est pas ça. Hein. Ça veut dire que même quand on voit des galaxies avec un télescope qui voit très loin, on voit du 0,3% de matière. C'est ce qu'on peut observer avec un télescope. Donc tout ce qu'on voit, qu'on entend, qu'on capte, on est dans du 0,3 ou au mieux du 5%. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez une plante, vous avez un arbre, vous avez une montagne, une rivière, il y a le 0,3%, il y a le 5% comme on va capter des ondes autour d'un arbre, hein, on va sentir un champ électromagnétique, c'est 5% encore. Il y a 95% qui nous échappent. Donc ça veut dire que nous, on fait partie d'un écosystème complet, global, dont on n'a pas forcément connaissance. Hein, vous connaissez les écosystèmes, hein, ça fonctionne ensemble, la planète et tout ça. Donc dans la vision essénienne du monde, les hommes ne sont pas isolés dans leur coin avec leurs petites problématiques, ils font entièrement partie de la nature. Non seulement dans le 0,3%, hein, si on n'a pas d'oxygène, on meurt, donc on a besoin qu'il y ait des forêts pour recycler l'air. Hein, on nous dit ça, que si on coupe trop de forêts en Amazonie, le poumon de la Terre, ben là on va avoir une augmentation du taux de CO2, donc on va avoir un réchauffement climatique. Hein, vous avez entendu ça? Ça c'est dans le 0,3%. Mais nous, on considère que dans le 99,7%, il se passe plein de choses très importantes. La preuve, c'est que des fois, on a besoin d'aller dans la nature, puis ça nous fait du bien. Par contre, si on vous découpe au scalpel ou qu'on mesure vos paramètres vitaux, on ne va pas trouver pourquoi. Qu'est-ce qui vous a fait du bien à travers une randonnée, une balade? C'est inexplicable. Ça veut dire que ce n'est pas dans le 0,3% que ça se passe dans des choses plus subtiles. Plus dans le 99,7%, il se passe des choses qu'on ne connaît pas, mais qui sont super, super importantes. D'accord? Je vais très très vite, hein. Mais ça c'est la vision essénienne du monde. Donc on ne devrait pas penser nos vies ou nos problèmes en dehors de la nature. On fait intégralement partie de cet écosystème. Et donc un Essénien se dit, est-ce que moi là je suis ici avec vous, avec mon corps, 0,3%, autour de moi il y a un champ électromagnétique, tout ça, 5%, le 95% restant, est-ce qu'il est en accord avec la nature, avec tout ce qui se passe, avec le 95% des montagnes, des nuages, du soleil? Est-ce que je suis en accord? Est-ce que je suis intégré? Ou est-ce que je suis comme un cancer en dehors? Est-ce que je suis en désaccord, en disharmonie? Ça, c'est des questions fondamentales qu'on doit se poser. Parce que si on parle de nos problèmes, on parle aussi de notre vie en général. Hein. Notre vie, heureusement, n'est pas que des problèmes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder dans les civilisations anciennes ou les traditions qui durent depuis longtemps. Par exemple, quand les Blancs ont débarqué en Australie, ils ont trouvé des peuples qui étaient là, hein, les aborigènes d'Australie avec leur didgeridoo et tout ça, leur boomerang. Ils ont trouvé des peuples qui vivent là depuis 30 000 ans minimum. Ça veut dire que c'est des sociétés, mes amis, qui fonctionnent parfaitement depuis 30 000 ans. Nous, notre société, ici au Québec, la société telle qu'elle est aujourd'hui, mettons qu'elle a 400 ans, okay, la révolution des années 60, donc on a une société qui a quoi? Au mieux 100 ans, 200 ans, il y a des résidus du christianisme, hein, ça se compte en dizaines, peut-être centaines d'années max. Là, on va voir des humains qui ont vécu pendant des milliers d'années, et ça fonctionnait. Donc on peut se dire, ça peut être des bonnes références. C'est des gens qui ont vécu des difficultés, qui ont trouvé des façons de fonctionner ensemble, qui étaient saines, qui étaient fonctionnelles. D'accord? Donc il ne faut pas mettre tout ça à la poubelle parce que c'est de l'archéologie ou du passé. Il faut apprendre à relire les traces que nos ancêtres ont laissées pour les générations futures. Ils ont laissé des traces de façons de vivre qui étaient bonnes et belles. Qu'est-ce qu'on regarde? Moi j'ai pris l'exemple, mais il y en a plein, on pourrait en prendre dans plein de traditions. J'ai pris l'exemple en Égypte ancienne, vous avez un couple qui s'est fait représenter en statue. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, vous prenez plusieurs statues de couple, elles sont à peu près toutes pareilles. Il n'y a pas de traits personnels, on ne pourrait pas les reconnaître, hein, s'ils s'appelaient François ou Pierre. Ils n'ont pas de traits personnels. Pas parce qu'ils ne savaient pas sculpter, ils savaient très bien sculpter, mais parce que, pour eux, 0,3%, c'était pas très important. Donc ça veut dire que ce couple égyptien, pour eux, ce qui était important, c'était
99,7%. Il n'y avait que ça qui comptait. C'est pour ça qu'on dit des fois les Égyptiens, ils étaient obsédés par l'immortalité, la vie dans l'au-delà, les momies et tout ça. C'était pas des imbéciles. C'est parce que ce qui les intéressait, c'était pas le 0,3%. Ça, à la limite, ça les intéressait même pas. Donc ils se disaient, on est mariés. Alors en Égypte, c'était super facile. Hein. Il n'y avait pas de mot pour être marié, il n'y avait pas de cérémonie. En fait, être marié, ça se disait dormir sous le même toit. Alors ils ne se cassaient pas la tête. Si le lundi vous dormiez sous le toit de Pierre, vous étiez marié avec lui. Puis si le vendredi vous déménagiez chez Jacques, ben vous étiez marié avec Jacques, puis vous n'étiez plus marié avec Pierre. Ils ne se cassaient pas la tête. Ils ont fait des milliers d'années d'expérience sociale pour en arriver à cette grande simplicité. Ok ? Pourtant, c'était un pays super administré, avec beaucoup d'administration, de documents, de références, de lois, de législation. Mais pour le mariage, il suffisait de dormir sous le toit de quelqu'un, on était mariés. Hein, ça veut dire que pour eux, ça c'était 0,3% du mariage. C'était pas vraiment si important que ça. Vous voyez, nous, le monde qu'on fait autour d'un certificat de mariage, là, les manifestations, les débats, okay. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. Si tu dors sous le toit de quelqu'un, qui que ce soit, ben ça veut dire que vous êtes conjoints, puis c'est tout. Mais ça, ce n'est que 0,3% de ton mariage. Le 99,7%, il est subtil, il est ailleurs, il n'est pas visible. Donc c'est ça qui est important. Et qu'est-ce qu'ils voulaient montrer ces Égyptiens ici? Que leur mariage était beau et harmonieux. Vous voyez qu'ils se passent la main dans le dos. Ça veut dire quoi? Ça, vous voyez, pour les Égyptiens, tout était un hiéroglyphe. Vous savez, les hiéroglyphes, c'est leurs lettres, là. Donc tout dans la nature, c'était des hiéroglyphes. Une situation, c'était un hiéroglyphe. Ils se disaient, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire quelque chose. Et donc, quand ils se représentaient, ils avaient le bras qui passait, et ça voulait dire soutien mutuel. Leur couple, c'était un soutien mutuel de deux personnes qui dorment sous le même toit. C'est tout ce qu'ils voulaient vivre. Ils voulaient vivre le soutien mutuel. Donc ils écrivaient dessus des hiéroglyphes. Alors, les Égyptiens, pour eux, dans le 99,7%, pour eux, il y avait comme des valeurs. Hein, par exemple, l'union, le soutien mutuel, l'harmonie, c'était des valeurs. Et ils disaient, moi je suis 0,3% dans mon corps, je veux que mon 0,3% porte 99,7% de l'univers, et que dans mon couple, ce soit la valeur de l'union, du soutien mutuel. Je veux que ce soit ça qui vive. Et ils se disaient, on va se faire représenter, sculpter, comme ça pendant des milliers d'années. Les hommes qui nous verront, ils ne verront pas Jacques et Francine, ils verront l'union et le soutien mutuel. Parce qu'ils se disaient, c'est ça qui est important. Le 0,3%, il passe, hein, ça passe tout le temps. On finit bien par mourir, ça change, on ne parle plus les mêmes langues, on évolue. Mais le 99,7%, il va rester. Et ils se disaient, à travers les générations et les générations, quand des enfants nous verront, ils auront la certitude que c'est possible de faire un couple. Donc ça veut dire quoi dans la vision essénienne? Si on n'est que 0,3% au niveau physique, la responsabilité de chacun des époux, de chacun des constituants du couple, c'est d'être entier. C'est d'être dans un 100% de son être. Ça, c'est le travail que chacun doit faire. Donc chacun a la responsabilité de son 100%. Non seulement pour soi-même, mais pour toute la nature. Ça veut dire que pour le mont Orford, pour nos forêts, pour nos rivières, pour le Québec tout entier, pour la planète, pour la forêt d'Amazonie, pour le panda, j'ai la responsabilité, moi, d'être dans le 100%. Parce que si je suis dans le 100% de mon être, je vais être en accord avec ton 100% aussi. Si je veux juste être dans 0,3, puis là je veux être en accord avec ton 0,3, on a un problème parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le 99,7. Donc on va finir par être en conflit, en désaccord. Donc, dans la vision essénienne, le couple, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qu'on doit, nous tous, complètement réapprendre à partir d'une base qui est la nature. Ça veut dire que c'est dans la nature qu'on peut aller chercher des vraies informations.
Si on va chercher dans ce qui a été fait par les hommes, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus confus, parce qu'à chaque fois, on est dans du 0,3%. Alors que la nature, elle est entière, elle est toujours la même depuis. Hein, depuis que ces Égyptiens sont morts, la pluie tombe toujours, le soleil se lève le matin, puis les étoiles tournent la nuit, puis les arbres poussent. Il y a des choses qui ne changent pas. Donc si on va vers la nature, dans la nature, on peut avoir vraiment des guérisons. Parce que si par exemple vous avez des schémas, vous avez des schémas de couple que vous avez hérités de vos parents, de vos grands-parents, vous avez des façons de faire, des croyances, si vous voulez vous en débarrasser, comment vous allez faire? Vous allez vous concentrer sur ces schémas, puis là vous allez chercher des solutions à ces schémas, vous êtes complètement enfermé dans du 0,3%. Alors que si vous vous rapprochez de quelque chose qui est grand comme la nature et qui est fonctionnel, vous allez avoir des vraies inspirations et des vraies guérisons. Il n'y a que la nature qui peut nous débarrasser de tout ce qui nous colle à la peau et qui nous empêche d'être entiers. Et quand on fait ce genre d'expérience, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que le principe du couple, il est partout, il est absolu et il est universel. Vous le voyez dans tellement de traditions. Je vous ai mis juste une illustration, l'eau et le feu. Le yin et le yang, le jour et la nuit, le haut et le bas. Le principe même du couple est partout, partout, partout dans la nature. Donc s'il est partout, ça veut dire que ce qui vit à l'intérieur de l'homme, c'est ce qu'il y a partout, c'est la même chose. Donc on n'a pas besoin d'inventer quelque chose ou de faire de lois, de législation, de limites, de dogmes avec ça. On a juste à être avec la nature et ça, on va comprendre intérieurement qu'est-ce que c'est un couple, qu'est-ce que c'est un mariage, qu'est-ce que c'est l'amour. Alors quand on regarde dans la nature, on voit des dynamiques complémentaires. Donc ce sont comme des éléments qui sont complètement différents mais qui pourtant fonctionnent ensemble. Par exemple, vous avez la force centrifuge, vous savez les extracteurs à jus là, qui tournent très vite avec la force centrifuge. Donc ça veut dire que c'est une force qui t'amène vers l'extérieur, qui te décentre. Et la force centripète qui va te ramener vers le centre. Donc ça veut dire que dans l'univers, il y a deux forces qui sont complètement opposées, mais qui pourtant fonctionnent en complémentarité de façon harmonieuse. Vous avez l'été et l'hiver. Vous pouvez trouver ça partout, partout. Alors les Esséniens vont dans la nature et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les plantes, ils regardent les animaux. Est-ce que vous avez déjà vu des couples d'animaux? Vous savez qu'il y a des animaux qui sont inséparables. Les castors, par exemple, ils se mettent en couple pour la vie. Il y a des petites perruches aussi, là. Elles sont en couple. Si jamais il y en a une qui meurt, l'autre meurt aussi. Elle se laisse mourir. Elle n'est pas capable de vivre sans l'autre. Et vous avez vu des fois des animaux avec leurs petits, comme ils sont maternels, paternels, comment ils s'en occupent. Les papas hippocampes qui gardent leur bébé dans leur poche. Et les mamans, elles vont magasiner. Ça doit être des Québécoises. C'est pas des Françaises en tout cas. Il y a des différences culturelles chez les humains. Donc vous voyez dans la nature, on trouve des comportements. Ça vous est jamais arrivé, vous voyez des animaux, vous dites, on dirait des hommes. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que ce qui en toi est prendre soin des enfants, être un couple, une famille, être dans la chaleur d'une maison, c'est animal à l'intérieur de toi. C'est pas humain. C'est quelque chose d'animal. C'est quelque chose de complètement naturel, qui est sain et qui est éternel. Donc tu n'as pas à inventer un couple, tu as juste à vivre cette nature animale que tu as à l'intérieur de toi. On fait tous partie de la nature et les animaux font partie de nous. Ils sont à l'intérieur de nous, ils ne sont pas séparés. Regardez les biches avec leurs bébés. Vous avez déjà vu ça, les chevreuils? C'est incroyable, comme elles en prennent soin et tout. Les petits manchots avec leurs bébés. Dans le pôle sud, vous avez vu, c'est incroyable, ils doivent garder l'œuf pendant des mois d'hiver avec moins 50 degrés, puis ils doivent garder l'œuf au chaud pendant qu'il y en a qui vont pendant des semaines, ils s'en vont, puis quand il revient, l'autre il est en train de crever de faim quasiment, il a à peine le temps de se rendre à la mer pour se nourrir de poissons, ils vont aller au bout de leurs ressources par amour pour leurs œufs, leurs bébés. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'apanage des humains d'être amoureux, d'être en couple, et de faire quelque chose ensemble, de créer une vie ensemble. C'est quelque chose qui est naturel, qui est éternel et qui existe partout. Donc vous voyez des animaux dans le 0,3%, c'est pas compliqué, vous leur tirez une balle dans la tête, vous les découpez au scalpel, vous avez un animal. Ça c'est 0,3%. Tout le reste, l'attitude, les sentiments, le savoir-faire et tout ça. Vous avez vu les castors quand ils font des barrages et qui sont capables de calculer la pente d'un terrain? Non mais c'est hallucinant. Ça c'est dans le 99,7%.
c'est carrément dans le subtil du castor. Il y a un grand savoir-faire. Donc, la fidélité du castor, elle existe, elle est dans son 99,7%. Toi aussi, peut-être que tout ça existe à l'intérieur de toi. Mais si tu es enfermé dans le 0,3, tu n'y as pas accès nécessairement. Les plantes, les Esséniens sont humbles et ils ne se considèrent supérieurs à aucun animal, aucun insecte, pas un brin d'herbe. On n'a pas à dire à la planète comment elle doit s'organiser, on n'a pas à gérer les forêts, on n'a pas à dire aux insectes comment ils doivent vivre, on n'a pas à mettre de puces et de bagues sur les animaux pour les suivre avec un satellite. On a à s'approcher avec une grande humilité, une grande simplicité et apprendre des leçons de toutes les créatures vivantes, même de tout autre être humain. Ça, c'est fondamental chez un Essénien, c'est dans son ADN. C'est une attitude qu'il a par rapport à la vie, qui fait qu'il est dans un très grand respect. On pourra s'en reparler. Je ne veux pas sortir de mon sujet. Donc, les animaux, il y a des thérapies qui existent avec les animaux. On met des personnes qui ont des problèmes en santé mentale, émotionnelle avec des animaux. Mais ce n'est pas réservé à eux, nous tous. On connaît les petites madames avec leurs chats, leurs plantes, elles arrosent leurs plantes, elles parlent à leurs plantes, elles parlent à leurs chats et tout ça. Mais c'est parce que c'est thérapeutique, ça soigne réellement. Pourquoi? Parce que dans le 99,7% de ces créatures, il y a des choses qui nous correspondent, qui sont les mêmes. Donc quand tu te mets en contact avec une créature qui est vraie, qui est dans son 100%, tu peux commencer à respirer, sortir de ton 0,3%, puis commencer à être un peu plus toi-même. Dégagé. Donc partout dans la nature, il y a des principes d'union, de collaboration harmonieuse. L'univers est fondé sur un principe d'harmonie et de collaboration, de forces contraires. La galaxie tout entière fonctionne avec deux forces, une force qui éloigne et une force qui rapproche. Vous ne pouvez pas faire plus opposé que deux forces centrifuges et centripètes. C'est carrément, ils partent dans deux directions. Et bien, ils arrivent à créer un monde tout entier à eux deux. Pourtant, chacun est ce qu'il est. Mais quand ils fonctionnent ensemble, ils arrivent à faire quelque chose. Alors, cet état de reconnexion avec l'univers, avec la nature, les Esséniens appellent ça l'alliance. Se tenir dans une alliance. C'est le premier principe, quand on parle de couple spirituel, d'union, de mariage, tout ça, le premier principe que tu dois chercher, c'est celui de l'alliance à l'intérieur de toi. Parce que tant que tu n'es pas reconnecté à ton 100%, à celui de toutes les créatures de l'univers, tu vas nécessairement être dans un déséquilibre et une recherche d'équilibre. Je vais vous en parler après. Donc retenez simplement ce mot. Tout ça, là, ça se résume à un seul mot, alliance. Alors, les mystères de l'âme sœur. Toujours essayer de revenir aux sources des choses. Quand on parle d'âme sœur, ne vous contentez pas de lire un livre de self-help, développement personnel, contemporain. C'est bien, c'est intéressant. Mais souvent dans ces livres, vous allez trouver des mots qui sont complètement sortis de leur contexte et qui ont complètement changé de sens. Qui sont les premiers à avoir parlé de l'âme sœur? D'où ça vient? Qui c'est qui a dit ça en premier? Qui a pensé à ça? C'est Platon, un grand enseignant essénien qui vivait en Grèce il y a 2500 ans. Dans un texte, il raconte, donc il enseignait à ses élèves, il enseignait ça, que au départ, quand les humains ont été créés, ils étaient créés avec une tête avec deux visages, 4 bras et 4 jambes. Et qu'ils ont été coupés en deux, et que donc, les humains passent leur vie à chercher leur autre moitié. D'accord? Donc les humains sont dans un manque permanent parce qu'il leur manque une moitié. C'est beaucoup une moitié, c'est pas un petit morceau. Coupe-toi une main, c'est un tout petit morceau de ton corps, puis tu vas voir comme ça te manque. Fait qu'une moitié, c'est beaucoup. Les humains ont été créés entiers, ils ont été coupés en deux, et ils passent leur vie à chercher leur moitié. Où est-ce qu'ils la cherchent? Je vais ramener ça ici en 2018. Okay, ils la cherchent au Costco, chez le concessionnaire automobile. Ils la cherchent avec leur Carter Miles. Ils la cherchent en partant à Cuba. Ils la cherchent partout, désespérément. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à se sentir comblés. Ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des farces.
au carrefour de l'Estrie, dans les boutiques de vêtements et tout ça, les humains cherchent à se combler en permanence le manque qu'ils sentent, le manque d'existence pleine. Donc, aujourd'hui, on parle de l'âme sœur comme de quelqu'un à l'extérieur de nous qui nous correspondrait, qui nous apporterait enfin ce sentiment de plénitude. Alors il y a aussi celui de la Genèse, hein, Adam et Ève. Il y avait Adam, c'était un humain complet, et on a sorti de lui une moitié, qui est Ève. Essayez de ramener ça à votre histoire personnelle. L'histoire d'Adam et Ève, c'est votre histoire à vous. L'histoire de Platon, là, c'est votre histoire à vous. Quand vous avez été créé, vous aviez une tête avec 2 visages, vous aviez 4 bras et 4 jambes, et maintenant, il vous manque la moitié. Essayez toujours de vous approprier ces choses-là et de vous rappeler que tous les enseignements ne parlent que de votre vie intérieure. Alors, à quoi ça ressemble? Dans l'Antiquité, si on s'était rencontrés il y a 2500 ans, on aurait peut-être été dans une école ensemble, initiatique, en Grèce, et on nous aurait expliqué ça. On nous aurait dit, tu vois ton corps physique, il constitue une petite partie, hein, je l'ai mis en marron foncé en bas, hein, c'est le 0,3%, c'est ton corps physique. À l'intérieur de ton corps, il y a une âme personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toi, ton tempérament, ton caractère, tes tendances, ce qu'on te reproche, ce qu'on aime bien chez toi, tes qualités, tes défauts. Tout ça, ça fait une âme personnelle, vous voyez, à l'intérieur du carré. Tout ça, ça fait un 5%, mettons. Hein, tu vas chez un psy, tes traumatismes, tout ça, tes croyances. C'est ton âme personnelle, elle anime ton corps. Right? Si vous bougez, le métier que vous faites, il dépend de vos qualités, de vos goûts, de vos choix, vos relations, vos amis, le type d'activité que vous faites, votre look, à quoi vous ressemblez. C'est votre âme personnelle qui anime votre corps physique. D'accord? Votre façon de bouger, votre attitude, tout ça. Ce qu'on nous aurait expliqué, c'est que au-delà de ça, vous voyez au-dessus du carré, là, on est enfermé dans le carré, dans le 5%. Quand on sort du carré, on rentre dans notre âme, qui est beaucoup plus dans le 99,7%. C'est notre âme universelle, mais c'est notre âme à nous quand même. Mais elle est beaucoup plus grande que nous. Elle n'est pas du tout limitée à notre corps. C'est pour ça que vous voyez ce grand ovale, il y a une partie qui est dans le carré, puis une partie qui est au-delà. Puis encore au-dessus, il y a comme l'esprit. Ça, c'est quelque chose d'encore plus grand. Donc l'âme sœur vient de l'Antiquité, mais même de avant en réalité. On retrouve aussi dans la Genèse cette vision de toujours une séparation. Dans plein de mythologies, vous voyez ça. Rappelez-vous que ça parle de vous-même. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui s'y intéressent, j'ai mis une petite partie pour montrer que même dans la tradition hébraïque de la Kabbale, on retrouve ce mystère-là. Vous avez, si vous regardez ici, la tête d'un humain, ses épaules avec ses 2 bras, son buste, et puis son bassin et ses 2 jambes. C'est un humain qui est représenté avec des lettres hébraïques. Or, ces lettres hébraïques sont extrêmement sacrées. Elles constituent le tétragrammon qu'on appelle, c'est-à-dire le nom de 4 lettres. Et en français, on dit quoi? On dit Yahvé ou Jéhovah, ou dans le fond, on l'a traduit par Seigneur dans la Bible. Ça veut dire que ce qui est dit dans la Bible, c'est que Dieu, c'est un être humain complet. Parce que vous voyez, la première lettre ici correspond à l'esprit, l'âme universelle, l'âme personnelle et le corps. Et quand tout ça fonctionne ensemble, c'est-à-dire quand vous êtes dans votre 100%, c'est le nom de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes des dieux. Et il disait, ben oui, normalement, l'état naturel de l'être humain, c'est d'être dans un 100%, c'est pas d'être enfermé dans un 5% ou dans un 0,3%. Chacun de nous, normalement, est entier, complet. Hein, il a une tête avec 2 visages, 4 bras, 4 jambes. Mais il y a eu une coupure, une cassure, qui fait que les humains ne vivent pas cet état. Donc l'humain originel inclut un couple à l'intérieur de lui, une partie féminine et une partie masculine, chacun de nous. Et le problème vient de la séparation. Adam et Ève, et après la chute, ils sont sortis du jardin d'Éden, puis là ils doivent souffrir, travailler, tout ça.
Et ce que décrit Platon, c'est très juste, c'est qu'il dit quand les humains sont séparés, ils vont chercher à l'extérieur d'eux toujours ce qui leur manque, le bonheur, la satisfaction, la plénitude. Donc c'était une petite parenthèse pour dire que c'est pas nouveau. Et s'il y a des humains qui ont écrit ça, il y a des milliers d'années, pensez pas que c'était des gens qui connaissaient rien à la vie. Hein. C'était des gens qui avaient une très grande mémoire de la tradition, des expériences, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télé, d'internet et tout. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils se parlaient toute la journée. Ils se racontaient ce qu'avaient vécu leur grand-père, leur grand-mère, leur oncle, leur tante, leur peuple. Ils se racontaient des expériences de vie et ils accumulaient une grande, grande expérience de la vie. Donc s'ils l'ont codé dans un livre, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à en prendre. Donc on recherche à l'extérieur ce qui nous manque. Hein, je vous ai mis un petit ciseau avec des pointillés. Il y a une coupure, une cassure à l'intérieur de nous qui fait qu'on est enfermé dans quoi? Dans 0,3%, puis en gros là 5% avec notre âme personnelle. Aucun homme, aucune femme ne peut être ton âme sœur. Le principe de l'âme sœur, c'est quelque chose qui a été pris à Platon et complètement déformé. Le principe de l'âme sœur, il est à l'intérieur de toi. Si tu ne le trouves pas à l'intérieur de toi, tu n'es pas dans 100% de ton être. Donc, ton âme sœur, d'abord, c'est ton âme. Et pourquoi c'est ta sœur? C'est parce qu'il y a une cassure, il y a quelque chose qui te manque à l'intérieur. Donc, sans elle, il n'y a pas de plénitude. Ce n'est pas possible de trouver la plénitude à l'extérieur. Ni avec une nouvelle auto, ni avec une nouvelle compagne, ni avec une nouvelle coupe de cheveux, ni avec un voyage. Il n'y a pas de plénitude là-dedans. Il peut y avoir du plaisir, de l'expérience, de l'enthousiasme, de l'amitié, du progrès, de l'évolution, mais il n'y a pas de plénitude. Donc, il faut savoir qu'est-ce que tu cherches, à quel endroit. Si tu cherches du sirop d'érable en creusant dans le sol, ça va être long. Si tu sais que tu as juste à aller au supermarché puis t'acheter une canne, ça va être rapide. Et oui, mais je vous assure que quand on regarde les humains, on trouve que dans leurs relations humaines, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent ni où ils cherchent. Et c'est des fois aussi ridicule que chercher une canne de sirop d'érable sous la terre. Donc, toi avec ton corps physique et ton âme personnelle, tu es séparé de ton âme dans le 99,7%, dans le 95%. Est-ce que vous me suivez là? On arrive au karma. Je vais vous proposer le mois prochain une conférence entière là-dessus, mais j'en dis un mot dans ce contexte-là. Comme on est séparé de notre 99,7%, on n'est plus du tout en contact avec le reste de l'univers et de la nature et des autres, puisqu'on est enfermé à l'intérieur de quelque chose de très très limité. Il n'y en a même plus là. Alors ici, oui, dans l'âme personnelle, qu'est-ce qu'il y a? L'âme personnelle, c'est notre moi psychologique. Donc qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Tous les stages de développement personnel, les livres de connaissance de soi, les tests de personnalité, les groupes thérapeutiques pour les solitudes désespérées, tout ce que vous voulez. Okay, tout ça, c'est à l'intérieur de l'âme personnelle et du corps. Et c'est très correct. Je ne dis pas ça pour me moquer ou quoi, c'est très correct. Quand on est là, on a besoin d'outils, on a besoin de conseils, on a besoin de soutien, on a besoin de s'en sortir, on a besoin d'évoluer. D'accord? Mais il ne faut pas confondre les choses. Il faut savoir qu'on est comme dans cette toute petite partie rikiki, 95% au mieux. Donc 5% au mieux, 95% vous échappe. Donc pour la vision d'un Essénien, il n'y a pas de vraiment grand intérêt à ne travailler que là-dessus. On peut y travailler, mais parce que 5% quand même, mais c'est pas intéressant de se limiter à ça en ignorant 95% qui nous influence énormément. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On est en déséquilibre permanent parce qu'on est en manque permanent, en souffrance permanente. Okay, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand on est en déséquilibre, on va chercher un équilibre toujours. Et donc, on va engendrer des karmas. Ça veut dire que les actions ont des conséquences. Alors,
juste un mot pour dire que karma, ça ne veut pas dire quelque chose de négatif. C'est en général même quelque chose de positif qui cherche à te ramener quand tu es en déséquilibre. D'accord? Donc on peut très bien comprendre ça avec par exemple la dynamique du corps. Vous savez très bien que c'est toute une question d'équilibre et que des fois il est nécessaire de faire un certain mouvement pour se rattraper. Donc dans la vie, tu peux avoir des situations de déséquilibre qui ne sont pas des déséquilibres, qui sont comme le moyen nécessaire pour te ramener dans un équilibre. Mais n'empêche qu'en cours de route, on vit ça comme des souffrances, des problèmes, des épreuves, des incompréhensions. Mais vous comprenez bien que si vous êtes enfermé dans un 5% de votre être, nécessairement ça va être compliqué, parce qu'il vous manque 95% de l'information. Et donc dans la vision essénienne, les leçons de vie, que sont le karma, les leçons de vie qu'on a à apprendre, sont indépendantes des personnes qui vous les font vivre. Donc si vous pensez que vous avez un karma avec une personne, dans un couple, dans une relation, sachez que, oui, c'est avec cette personne parce que la situation se présente de cette façon-là, mais ça pourrait tout à fait être une autre personne à sa place. N'accrochez pas votre karma, votre difficulté à une personne en particulier, ce n'est pas vrai. Ça pourrait être dans d'autres circonstances avec une autre personne, vous vivriez exactement la même situation. D'accord? Donc, il faut comme séparer et soulager l'autre de tout ce qu'on pense être notre karma émotif, amoureux, relationnel. Ne l'accrochez pas, ne lui collez pas ça comme une étiquette, ce n'est pas vrai. Ça peut être par exemple, on va prendre un exemple extrême, ok? Vous vivez avec une personne abusive qui vous frappe. Je prends un exemple vraiment extrême. Bien sûr que c'est cette personne qui est abusive et qui vous frappe. Mais la relation qu'il y a entre vous qui vous fait souffrir, vous pourriez tout à fait la vivre avec une autre personne. Elle vous concerne vous. C'est un karma qui cherche à vous faire comprendre quelque chose pour vous ramener à un certain endroit. Parce qu'il vous manque l'immense majorité de votre être. Et donc, vous êtes enfermé dans des expériences qui tournent en rond à l'intérieur d'un 5%. Il y en a qui se reconnaissent? Alors, il y a bien sûr de nombreux mythes qui nous parlent de l'âme sœur, les chevaliers avec leurs princesses, les quêtes, c'est énorme, vous voyez les divinités, il y a plein d'exemples. Je vous ai mis ici une illustration d'alchimie qui est vraiment très très belle. Voyons, on a fait des alchimistes des gens un peu ridicules qui veulent fabriquer de l'or avec du plomb. Vous savez, ils font des expériences scientifiques parce qu'ils veulent fabriquer de l'or et s'enrichir. Les alchimistes, c'est des gens qui étudiaient la chimie en se disant, si les métaux réagissent de cette façon-là, s'il y a telle réaction chimique, ça veut dire que c'est valable aussi à l'intérieur de moi. Je peux avoir telle réaction chimique avec quelqu'un. Il se passe ça, je réagis de telle façon. Ils observaient la matière comme un support de compréhension de la vie. C'était comme s'ils étudiaient de la psychologie à travers des molécules. Et ils se disaient, si c'est vrai pour les molécules, c'est vrai pour moi aussi. Donc ils se disaient par exemple, où est le plomb à l'intérieur de moi? Toi, est-ce que tu sais où est le plomb à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui est du plomb? Qu'est-ce qui est de l'or? Qu'est-ce qui est de l'argent? Qu'est-ce qui rouille? Qu'est-ce qui rouille pas? D'ailleurs, Jésus disait, n'amassez pas des trésors là où ils peuvent rouiller et être volés par des voleurs. Et il disait cette phrase, vous savez, Jésus a énormément enseigné les femmes. Il allait dans des endroits avec des femmes, dont les Juifs étaient fous, ils détestaient ça, parce qu'ils voulaient la séparation des hommes et des femmes. Jésus allait dans des endroits, il faisait comme des fêtes, des goûters, des lunchs, des potlucks avec des femmes, et il enseignait énormément les femmes, parce que pour lui, les femmes étaient la clé de l'avenir. Parce que les femmes étaient celles qui mettaient au monde des enfants et qui pouvaient leur transmettre la lumière. Donc il enseignait énormément aux femmes, et donc il enseignait énormément sur le cœur, et justement l'âme sœur, l'amour et tout ça. Et il disait, là où tu mets ton trésor, là sera ton cœur. Et ça, c'est une grande loi de la vie, hyper simple, que vous pouvez comprendre et que vous devez savoir. Là où est ton cœur, ça veut dire quoi? Là, ça veut dire là où est ton enthousiasme. Là où est ton trésor? Là où est ton trésor, ils disent. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc où est-ce qu'il est ton trésor aujourd'hui? Il est dans l'endroit qui t'enthousiasme le plus dans la vie. Pose-toi la question, qu'est-ce qui aujourd'hui
aujourd'hui, maintenant, m'enthousiasme le plus? Qu'est-ce qui m'allume? En vrai, là, en vrai. Pas mon travail parce que je suis obligé. Qu'est-ce qui m'allume le plus? C'est quoi qui me passionne le plus? Qui m'allume? C'est le trésor de ta vie, ça. Eh bien, ça va devenir ton cœur. Ça ne l'est pas encore, ça va le devenir. Donc ça veut dire que ce qui aujourd'hui est ton cœur, avant c'était ton trésor. C'est là où tu avais mis ton enthousiasme. Donc je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, ton cœur, c'est dans ta relation. Ça veut dire qu'avant, ton enthousiasme, ton trésor, tu l'avais mis dans cette relation. Maintenant, cette relation, elle est devenue ton cœur. Est-ce que ton cœur va bien? Est-ce que tout va bien dans ton cœur? Si tout ne va pas bien, ça veut dire que tu t'es enthousiasmé, tu as mis ton énergie, ton waouh, tu l'as mis dans quelque chose qui est devenu ton cœur. Et comme a dit Jésus, ça rouille ou ça se fait voler. Est-ce qu'on t'a déjà volé ton cœur? Est-ce que ta relation a déjà rouillé? Je vais le dire autrement, est-ce qu'elle a déjà pourri? Est-ce que tu as déjà eu une relation qui a pourri? Est-ce qu'on t'a déjà volé ta relation? Tu dois absolument comprendre ces lois de la vie, que là où tu mets ton enthousiasme aujourd'hui, à un moment donné, ça ne sera plus dans une projection dans le futur, ça va être ton présent, et tu vas vivre avec ça dans ton cœur. Donc si tu es passionné de hockey, du sport, que c'est la vraie passion de ta vie, c'est ton wow, truc permanent, ton enthousiasme, c'est donc ton trésor, à un moment donné, le hockey sera devenu ton cœur. Et il correspondra au monde du sport. Et ça ne sera pas plus, pas moins. Donc Jésus disait ça, vous voyez, donner des enseignements hyper simples, mais qui ont une portée vraiment importante. Si tu rentres à l'intérieur, tu peux cheminer toute ta vie avec une parole comme ça, pour l'expérimenter. Donc il enseignait ça aux femmes, Jésus. Alors vous voyez, les alchimistes, ils disaient, où est le plomb, où est l'argent, où est l'or? Pourquoi les alchimistes, ils cherchaient l'or? Parce qu'ils cherchaient ce qui ne rouille pas, ce qui ne peut pas s'endommager. Ils disaient, si dans la nature, il y a un métal qui ne rouille jamais, qui ne peut pas s'oxyder, à l'intérieur de nous, il doit y avoir quelque chose qui est pareil, qui ne peut pas s'oxyder. C'est quoi? En tout cas, ça les passionnait. Et vous voyez dans beaucoup d'enseignements, de manuscrits alchimiques qui nous ont légués, cette illustration. Vous voyez un roi et une reine, alors les deux principes masculins, féminins, mais ne voyez pas votre corps là. Vous n'êtes pas dans le 3%. Hein. Voyez-vous vous-même dans toute l'illustration. Vous êtes tout ça, entièrement. En vrai, vous êtes un roi, vous êtes une reine. Il y a une partie de vous qui est féminine, une partie de vous qui est masculine. Ça, c'est pas un couple à l'extérieur. C'est un être, c'est un alchimiste réalisé. Il est devenu un roi à l'intérieur de lui. Et vous voyez qu'est-ce qui apparaît au-dessus de lui, la colombe du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il y a une magie qui s'opère. Quand tu es réuni à l'intérieur de toi, que tu as trouvé ton âme sœur à l'intérieur, tu es dans un 100%, tu es dans une globalité. Tu connais le soleil, tu connais la lune, tu connais les relations. Vous avez vu les belles relations qu'ils ont entre eux? Ils s'échangent, chacun a quelque chose. Donc de tout temps, les Esséniens ont enseigné le mariage intérieur. On trouve ça dans l'alchimie bien sûr, dans les noces chimiques de Christian Rose-Croix, dans l'Apocalypse, Saint Jean avec l'époux, l'épouse, il parle énormément de ça, c'était des enseignements de Jésus. Jésus voulait dire aux gens, au lieu de juste te focuser sur... Parce que chez les Juifs et les Esséniens de l'époque, c'était super important, qui épouse qui a couché avec qui, puis est-ce que ta femme elle est vierge ou elle n'est pas vierge, vous voyez. C'était des sujets qui les préoccupaient beaucoup. Puis Jésus voulait comme remonter le niveau de conscience en disant... Oui, c'est bien beau, mais intéressez-vous surtout à votre mariage intérieur. Avec quoi est-ce que vous êtes marié à l'intérieur de vous? Où est-ce que tu mets ton trésor? Si tu mets ton trésor dans le hockey, ben ne t'étonne pas si tes relations vont pas forcément bien ou s'il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez? Où est ton cœur? Avec quoi est-ce que tu es marié à l'intérieur de toi? Elle est où ton âme sœur? Tu crois vraiment que c'est cette personne-là? Donc l'union intérieure avec le 100% de notre être, les Esséniens appellent ça l'alliance, et l'union avec l'âme à l'intérieur de nous, on appelle ça le mariage. Donc le mariage, avant toute chose, c'est une réunion vraie, profonde avec notre âme à l'intérieur de nous. Donc du coup, vous comprenez que les grands débats qu'il y a eu récemment sur le mariage, tout ça,
Ça n'intéresse pas vraiment les Esséniens parce que pour eux, c'est du 0,3%, fait que dormez sous le même toit et puis c'est tout. En quoi ça... Je pense que ça intéresse beaucoup le gouvernement pour les histoires de taxes et tout ça, mais bon. Donc, vous vous souvenez, l'alliance qui fait qu'on se reconnecte à notre 100%, le mariage qui est à l'intérieur de toi. Pense au mot mariage à l'intérieur de toi. Ça va te libérer de beaucoup de maladies. Rien de ce qui est extérieur ne peut t'apporter la plénitude ou les réponses définitives. Si tu veux t'amuser, si tu veux avoir du plaisir, si tu veux faire des expériences, tu n'as pas besoin de vivre avec ton âme sœur. Tu peux tout à fait vivre avec ton âme personnelle et ton corps dans ton 5%. Que ton chemin soit béni et fais des expériences de vie, mais du coup tu vas faire un chemin. Et donc ton chemin, ça va être un pas après l'autre, donc nécessairement tes actions vont engendrer des karmas, et il faudra que des karmas reviennent vers toi pour que tu prennes tes leçons de vie. Right? Vous me suivez? Donc si tu veux cheminer avec ton âme sœur et ton corps, c'est le karma qui va s'occuper de ton évolution. Puis c'est correct, tu as le droit, tu es libre. Mais sache que tu n'auras pas de réponse définitive. Tu auras des réponses temporaires à tes questions, mais tu n'auras pas de réponse définitive et tu n'auras pas de plénitude. Tu auras des bonheurs, des satisfactions, mais tu auras aussi des malheurs et des peines. Mais tu n'auras pas de réponse définitive à l'intérieur de toi. Donc sache tout simplement qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux. Ça va être plus simple pour toi dans la vie. Et assume ta décision. Donc on a ici au niveau de l'esprit l'alliance, au niveau de l'âme sœur on a le mariage. Donc quand on fait ça, quand on a cette démarche-là, on arrête de chercher son âme dans l'autre. Suivez mon conseil, arrêtez de vous chercher dans les autres. Vous ne vous trouverez jamais. C'est aussi simple que ça. On peut s'aimer, on peut avoir du fun, on peut avoir plein d'amis, on peut avoir plein de relations. Mais ne cherchez pas du sirop d'érable dans le sous-sol. On n'a pas encore trouvé de gisement. Donc, dans cette circonstance-là, tout est réuni pour qu'apparaisse un couple. Alors finalement, qu'est-ce que c'est qu'un couple? Tout à l'heure, je vous ai dit que les Esséniens regardent dans la nature les choses naturelles. Tous les phénomènes, les créatures, tout ça, pour comprendre qu'est-ce que c'est la vie. Là, on parle du couple, mais dans tous les domaines, hein, dans l'éducation, dans tout. On regarde beaucoup les plantes, les animaux, le climat, comment fonctionnent les éléments. Vous voyez des grandes lois et vous pouvez être certain que c'est vrai. Ce que vous voyez dans la nature, vous êtes certain que c'est absolument vrai. Toujours vrai, ça a toujours été vrai, ça le sera toujours. Dans le monde ici des hommes, il y a beaucoup de changements, déjà des changements culturels et puis des changements de temps. Alors, jamais 203, vous connaissez cette expression? C'est la définition d'un couple. Pour un Essénien, un couple, c'est 3, c'est pas 2. Alors tout simplement, au niveau énergétique, vous avez un pôle positif, un pôle négatif. Pas au sens négatif méchant, hein, mais électrique. Nécessairement, quand vous rapprochez deux éléments, deux entités, il y a nécessairement une circulation d'énergie qui se produit. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, vous pouvez faire un couple avec vos collègues de travail, avec votre boss, avec des amis, avec vos parents. Il y a beaucoup plus de couples qu'on pense. Hein. Le couple, c'est comme une notion, il y a une circulation d'énergie. Dès que vous êtes deux, vous avez une circulation d'énergie qui apparaît. Avec votre chat, avec votre maison. Vous faites un couple avec votre maison, il y a une énergie qui circule. Avec vos souvenirs, vous faites des couples aussi beaucoup. Donc là, je reprends l'exemple de deux humains. Nécessairement, il y a une énergie qui apparaît, et cette énergie, c'est le 3. C'est le troisième. C'est pour ça qu'on parle toujours du triangle, la pyramide et tout ça. On va toujours retomber sur ce chiffre 3. Okay ? Si vous avez deux pôles qui sont conscients, comment ils sont conscients? Ils sont dans leur 100%, ou au moins ils y travaillent, ils ont fait le mariage intérieur, tout ça, ils vivent avec leur âme. S'ils sont conscients, quand ils s'approchent, l'énergie qu'ils vont générer va être de la conscience. Beaucoup de conscience, plus de conscience. S'ils sont inconscients, ça va être beaucoup d'inconscience, plus d'inconscience, et de l'inconscience et de l'inconscience. En général, les karmas sont là pour essayer d'éveiller l'inconscience. Donc,
ce sont des couples qui vont générer beaucoup de karma. Beaucoup, beaucoup de karma. Pas nécessairement des choses dramatiques, mais beaucoup de... C'est ça, des causes et des conséquences. Donc ils sont soumis au karma s'ils sont inconscients. C'est obligé. Parce que si l'harmonie ne vient pas de l'intérieur de toi, elle vient de l'extérieur. Et un karma, c'est un rétablissement vers l'harmonie. Peu importe l'apparence que ça prend. Vous savez, il y a des choses dans la vie qui ont l'air dramatiques et tristes et tragiques, qui finalement sont des grandes chances. Donc j'ai pris un couple ici comme exemple. Alors, grosso modo, hein, je trace rapidement ce portrait. On a 3 centres à l'intérieur de l'homme. En gros, les principaux, c'est la pensée, le cœur, les sentiments, puis la volonté, les désirs qu'on a. C'est 3 énormes sources d'énergie à l'intérieur des humains. 3 endroits d'activité. Si vous regardez à l'intérieur de vous, il y a des désirs. Vous voulez des choses, il y a des choses qui vous font envie. Et ça vit, ça continue, ça tourne en permanence. À l'intérieur de votre cœur, il y a des sentiments, des sens, des émotions. Et c'est pareil, c'est tout un endroit avec beaucoup, beaucoup d'énergie permanente. Et bien sûr, vous avez des pensées en permanence. Ben, j'espère pas la nuit, parce que sinon vous ne dormez pas beaucoup, mais c'est un centre d'énergie. Donc je les ai représentés ici, les 3. Toujours dans un couple, même comme je vous ai dit, un couple professionnel, un couple parent-enfant, dans les échanges en général, les amitiés même. Vous avez toujours une polarisation qui se fait. Sinon, il y a, comme les aimants, hein, vous avez vu les aimants, selon comment vous les tournez, ils se repoussent. Souvent, si vous réussissez à établir une relation avec quelqu'un, même amicale, vous avez une polarisation qui s'est faite. Et donc la polarisation, nécessairement, il y a un plus et un moins. Okay ? Donc ici, par exemple, hein, j'ai pris l'exemple que l'homme, dans sa pensée, il est comme réceptif, et il est réceptif dans sa volonté, mais il est émissif dans son cœur. Il va nécessairement s'accorder avec une autre personne qui est réceptive dans son cœur. Donc, par exemple, je schématise énormément, parce que c'est beaucoup plus complexe et unique. On est beaucoup de cas uniques. Hein. Cette personne va dire, oui, quand je suis avec lui, je me sens apaisé, je me sens nourri, je me sens compris, je me sens... Hein, au niveau du cœur, ça me fait du bien. Et puis lui, il va dire, eh ben avec cette personne, j'ai toujours des idées de nouveaux projets, parce que quand je suis tout seul, j'en ai pas vraiment. Hein, il n'a pas vraiment de nouveaux projets d'enthousiasme. Mais par contre, cette personne me nourrit. Et puis elle me donne la force de faire les choses. Parce que celle-là, là, elle a beaucoup de force de volonté. Par contre, il y a un creux ici au niveau du cœur, que l'autre va combler. Donc vous voyez, au niveau des polarités, le couple peut devenir complètement complémentaire comme ça. Il va générer une énergie. Donc toujours, vous avez des pôles émissifs, réceptifs, on peut dire positif, négatif, ou peu importe, vide et plein, yin et yang. Ça, c'est vraiment les grands classiques, quand on retombe sur les grands classiques universels. Et de nombreux, la plupart, la quasi-totalité des couples, se construisent sur des polarités complètement inconscientes. Ça veut dire qu'ils ne savent pas si eux, ils sont plus émissifs, réceptifs, dans quel domaine de leur vie l'autre, c'est lui qui comble et eux, ils sont vides. C'est complètement inconscient. Donc, ils sont vraiment inconscients des énergies qui circulent ici. Donc, par exemple, vous voyez lui, il peut s'énerver pour essayer de donner des idées à l'autre. Parce qu'il n'a pas du tout identifié que lui, ce n'est pas une personne qui a beaucoup d'idées. Ça ne sert à rien de vouloir, parce qu'il croit que lui devrait le faire, ou que c'est toujours l'autre qui dit comment on fait. Hein, il dit, moi aussi, je devrais avoir mon mot à dire. Mais peut-être qu'ils pourraient s'accorder beaucoup plus s'ils reconnaissaient leur force, leur faiblesse, puis que l'énergie circulerait beaucoup plus facilement. Mais déjà, à la base, ils ont été tellement inconscients de leur polarisation qu'après, c'est beaucoup plus difficile. J'ai mis la planète avec les champs de force autour, là, parce que ça fonctionne vraiment. La planète, c'est un couple uni. C'est un homme et une femme unis. Donc, il y a une circulation d'énergie qui se fait à l'intérieur. C'est pour ça qu'on est vivant. Alors, je voudrais faire une distinction entre une relation ou un couple. Un binôme inconscient, c'est une relation. Pourquoi c'est une relation ? Parce qu'il n'y a pas de troisième. Ils sont complètement inconscients du troisième qui apparaît, de l'énergie qui apparaît entre eux. Ok ? Vous voyez, ils sont ici. Alors ici, j'ai représenté... Mettons que ça, c'est le corps physique, puis ça, c'est, mettons, la psychologie, les émotions, l'âme.
Ça, c'est une personne qui physiquement va être dominante, l'autre est un dominé. Par contre, le dominé, c'est lui qui domine à l'intérieur. Hein, comme il y a un proverbe grec qui dit, dans le couple, l'homme est la tête, mais la femme est le cou. Et le cou tourne la tête où il veut. Donc la femme grecque, elle dit, oui, oui, c'est toi la tête, il n'y a pas de problème. Mais elle sait que l'homme est réceptif à l'intérieur, et c'est elle qui va sans arrêt lui dire quoi faire. Mais pas en apparence. On dirait qu'il y en a plusieurs parmi vous, mesdames, qui connaissez ce dont je parle. Hein? Donc, vous voyez, vous avez un exemple ici où, en apparence, il y en a un qui peut être comme plus actif, dominant, mais dans le fond, à l'intérieur, il est très très vide, réceptif, et c'est l'autre qui va le nourrir. Bon, c'est un exemple. Il y a plein d'exemples, je vous dis, il y a énormément de cas particuliers. Je ne veux pas du tout vous donner l'impression qu'on schématise comme ça, mais c'est juste pour comprendre. Donc, vous avez ici un couple complètement inconscient de leur relation. Ils n'ont pas de trois, ils sont juste deux. Le but de leur vie, c'est juste d'être ensemble. Ça s'appelle une relation. Ils sont juste en relation. Ok ? Nécessairement, ils sont dans une dualité. Et quand on dit une dualité, ça veut dire qu'il va y avoir une opposition. Ils ne vont pas pouvoir se rapprocher. Et il n'y a rien au-dessus d'eux. Au-dessus d'eux, quand ils sont ensemble, il y a de l'inconscience. S'il y a de l'inconscience, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tout ce qu'ils espèrent, leurs rêves, leurs imaginations, leurs espoirs, leurs frustrations, leurs peurs, leurs souvenirs, leur schéma émotionnel, le schéma de leurs parents. C'est tout ça qu'il y a ici au milieu. En gros, un sac de nœuds, un panier de crabes, un labyrinthe. Hein, dans ces anciens mythes où il y avait un labyrinthe, on rentrait dedans puis on se faisait bouffer parce qu'il y avait un monstre. C'est parce que dans ce labyrinthe-là, c'est même pas la peine d'y rentrer, il n'y a pas d'issue. Il n'y en a pas. Si ta relation est composée d'espoir et de rêves respectifs, ça veut dire que lui, il a les siens, lui, il a les siens. Qu'est-ce que tu veux qui apparaisse comme 3 ? Le 3 va être quoi ? Donc ils ont d'autres buts que d'être ensemble. Leur énergie va être super faible. Hein, l'énergie qu'ils vont générer ensemble va être très très faible. Et ils vont faire plein de karma inconscient, bien sûr, sans absolument s'en rendre compte. Peu importe la personne, ici vous changez, tiens, hein, tous les 2 ou 3 ans vous divorcez parce que la période de l'amour rose est merveilleuse, la découverte, hein, ça dure quoi, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. On change, on change, on change, on aura toujours. Parce que lui ici, il aura toujours les mêmes rêves, les mêmes fantasmes, les mêmes espoirs, il va toujours les projeter sur l'autre. Et c'est une succession. Donc ça, je fais une distinction, c'est que j'appelle ça une relation. Pour moi, ce n'est pas un couple. Alors, ça c'est un couple. Parce qu'ils sont conscients. Ça ne veut pas dire... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont conscients, qu'ils ont atteint l'illumination, l'état de Bouddha, l'état christique, qu'ils sont à 4e dimension. Hein. Non, non. Ils sont conscients que quand on est 2, il y a une 3e au-dessus. Jamais 2 sans 3. Il y a une énergie qui se dégage de notre relation et qu'il faut le savoir. D'accord ? Alors dans l'idéal, chacun a récupéré son 100%, on se tient dans une alliance avec la nature. Hein, vous vous souvenez, hein, on veut fonctionner avec les montagnes. Moi, je ne veux pas vivre en dehors de l'érable, en dehors des montagnes, en dehors des fleuves et des rivières, du soleil. Je ne veux pas vivre en dehors de l'univers. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Et je ne veux pas faire un couple ou une famille ou n'importe quel projet. Je ne veux pas avoir un métier en dehors des planètes. Je ne veux pas fonctionner sans Vénus et Saturne et le Soleil. Je ne veux pas. Parce que sinon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais amener le chaos et le désordre. Et on en a suffisamment, je ne vais pas en rajouter. Donc chacun est dans l'alliance, a le mariage intérieur avec son âme. Il est connecté avec son âme. Okay ? Il n'est pas juste enfermé dans son petit carré avec son âme personnelle, son moi psychologique. Il est au-dessus de ça, il est réuni. Okay ? Et donc, quand ils sont ensemble, ils ont un but commun. Le but commun, c'est quoi ? Vous savez quoi ? Ça peut tout à fait être avoir une ferme, faire un élevage de chevaux. Ça pourrait être un but commun. Pourquoi pas ? Vous voyez, quand je veux dire conscience, projet commun, c'est pas nécessairement élever l'humanité à une sphère vibratoire supérieure. Hein. Non, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble. C'est quoi l'énergie ? C'est quoi le 3 qui apparaît ?
Est-ce que c'est un enfant? C'est un enfant, right, parfait, c'est un enfant. À un moment donné, cet enfant va être autonome, va voler de ses propres ailes. C'est quoi notre 3? Elle est où notre énergie commune? C'est finir nos REER, payer notre hypothèque? Vous avez le droit. Je trouve que c'est un peu trop dans le 0,3%, mais ok, faites-le. Alors à ce moment-là, c'est un but commun, on travaille fort, on s'y tient. Hein, vous avez des couples incroyables qui font des restaurants, qui font des entreprises familiales. Quand l'homme et la femme sont ensemble et qu'ils savent pourquoi ils sont ensemble, ils dégagent une énergie puissante et consciente, extrêmement puissante. Donc du coup, le karma qui concerne, on va dire que c'est la femme ici, le karma qui l'a concernée elle, ok, mettons qu'elle a un karma. Pourquoi il va se dissoudre? Parce qu'elle n'en a plus besoin. Elle n'a plus besoin de cette leçon de vie pour comprendre, parce qu'elle est déjà dans une autre dynamique. Donc, par exemple, mettons qu'elle avait un karma de femme battue, pour X raisons. Elle n'a plus besoin de le vivre, parce qu'elle a une relation consciente avec un homme, et elle est complètement au-delà de ça. Elle n'a plus besoin de vivre la situation d'être une femme battue, pour comprendre quelque chose, parce qu'elle a complètement dépassé. Donc si vous réussissez à nouer une relation consciente et faire apparaître un 3 au-dessus de vous deux, vous n'êtes plus une relation, vous êtes un couple. Et vous générez une énergie que vous avez choisie, ensemble. À ce moment-là, les karmas vont être beaucoup, beaucoup moins nécessaires, donc beaucoup moins forts. Donc en haut, on a l'alliance. Donc pour nous les Esséniens, on n'insistera jamais assez, c'est la relation avec la nature qui est fondamentale. Par le mariage, on se reconnecte à notre âme. Et vous vous souvenez, je vous ai dit ici dans le carré, on est dans un moi psychologique, une âme personnelle. Donc un panier de crabes, un sac de nœuds. Avec beaucoup de choses karmiques qui reviennent pour essayer de nous redresser, de nous ramener sur un chemin. Quand on est dans le mariage avec l'âme, on est dans un vrai chemin de vie à long terme. Vous savez, aujourd'hui, on veut se rassurer, on veut se calmer, puis c'est légitime, en se disant, il n'y a rien qui arrive pour rien, tout a une raison, la vie fait bien les choses, hein, la vie et tout ça. Mais la vie, elle est partout, mes amis. Mais il y a des niveaux de vie. Hein. Vous pouvez aller dans une fosse septique, c'est la vie aussi. La multiplication des bactéries, c'est la vie. Est-ce que votre place, c'est là? Vous savez, il y a Héraclite d'Éphèse, un philosophe grec, qui disait « Les porcs dans la boue éprouvent du plaisir ». C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est mal? Non. Mais du coup, toi, tu dois te demander, si à un moment donné, il te semble que tu es dans la boue, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est ta place? Est-ce que c'est toi qui y es allé? Comment ça se fait que tu te retrouves là? Si tu trouves que c'est de la boue, ça veut dire que tu n'es plus dans cette boue-là, tu n'appartiens plus là, tu dois changer. Ok? Donc tu peux faire des expériences de vie qui sont enfermées dans ton carré, dans ton 0,3%. Alors oui, c'est la vie, il n'y a pas de hasard, la vie fait bien les choses et tout, mais c'est dans une logique qui appartient à la fosse septique. Et c'est pas mal, effectivement, ce n'est pas mal. Mais peut-être que tu as envie d'autre chose. La vie, ce n'est pas parce que la fosse septique que c'est la vie que tu dois rester dedans. Tu peux peut-être sortir puis faire plein d'autres choses. Et c'est correct que tu aies une fosse septique dans ta vie, on en a tous une accrochée à notre maison. Il n'y a pas de problème. Mais peut-être que tu peux vivre autre chose aussi, qui sera aussi la vie et qui n'y aura pas de hasard. Mais ça sera d'autres choses, d'autres sortes d'expériences que vous allez vivre. Donc avec le mariage, on suit notre chemin de vie, avec des grandes expériences qui nous font avancer vite, vite, vite. Au lieu de toujours essayer de nous ramener, on avance à grands pas. Par le couple, les Esséniens veulent faire naître la conscience. Donc c'est ça que je vous disais, c'est que nous considérons que nous sommes responsables, que nous faisons partie de la Terre et que nous sommes responsables de tout ce qui arrive. Donc, si je veux avoir un couple fonctionnel, harmonieux, si je veux être heureux, c'est pas juste pour moi, c'est pour tous les hommes et toutes les femmes dans le monde. Parce que si moi, je forme un couple conscient et harmonieux, que je génère une énergie de conscience, qu'est-ce que je vais amener dans la société? Plus de conscience, plus d'harmonie, plus de santé, plus de prospérité, plus de bonheur. Est-ce que vous avez déjà dans votre vie connu un couple heureux et fonctionnel? Est-ce que vous en avez connu au moins un? C'est une chance, parce que vous pouvez penser à eux et ça vous inspire.
Vous voyez ces deux Égyptiens qui se sont fait représenter, c'est pour nous qu'ils l'ont fait. Pour que pendant des milliers d'années, on puisse, à travers eux, sans faire attention à leur personnalité, à leur 0,3%, voir à travers eux à quoi on peut se relier, comment on peut fonctionner nous aussi dans notre vie. Donc les Esséniens ne veulent pas faire ça juste pour eux. Ils veulent faire ça pour tout le monde, pour les animaux, pour tout le monde. Donc du coup, le couple peut devenir le socle de la société. Non pas des fois comme les religions veulent le faire, vous voyez, ils veulent un peu tout figer avec des lois, puis il ne faut pas divorcer, puis il ne faut pas faire ça, comme pour garder, parce qu'on dit la famille, c'est la base de la société. C'est vrai, mais on ne veut pas le faire dans cet état d'esprit. On veut le faire parce que c'est sain et naturel. Vous avez remarqué comme quand un couple va bien, et ben, tout le monde a envie de les rencontrer, ça fait plaisir de les croiser, et puis ils sont comme oxygénants, c'est une bouffée d'air frais quand on leur parle. Ça fait du bien à voir, hein, les amoureux, c'est agréable à regarder. Hein, c'est inspirant, ça fait du bien. Eh bien, on a envie d'apporter ça autour de nous, non? Donc on ne le fait pas juste pour nous, on le fait parce que c'est bien, parce que c'est beau, et parce que la vie est comme ça. La nature nous fait du bien parce qu'elle nous montre sans arrêt les deux principes, féminin, masculin, positif, négatif, haut et bas, peu importe, qui fonctionnent, et ça nous régénère, ça nous nettoie, ça nous guérit énormément. Donc nous, on doit le faire aussi pour les autres, pour tout le monde. Vous savez, le grand malheur aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de divorces. Ça, c'est un révélateur très très triste. Vous savez d'ailleurs, pour un enfant, un divorce, c'est une bombe atomique. Dans son cœur, là, c'est une bombe atomique. Et il ne s'en remettra jamais. C'est pas vrai. On peut faire tout ce qu'on veut, là. Il a vécu une bombe atomique. Alors après, ben, on vit avec. Hein. De toute façon, on a tous eu des traumatismes et tout ça. Mais il ne faut pas du tout banaliser ça et minimiser ça parce qu'on vit dans une société qui fonctionne comme ça. Nous pensons que ce n'est pas naturel et harmonieux de dire c'est pas grave. Non. On peut dire on s'est trompé, on est dans l'échec, on n'a pas réussi, ben on a le droit, on n'est pas parfait. Mais on ne doit quand même pas perdre de vue l'objectif. Et l'objectif, c'est la nature qui le fixe, c'est l'harmonie. La plus grande tragédie de l'humanité, c'est le divorce à l'intérieur de nous. D'avoir divorcé de notre âme, de s'être séparé de notre âme véritable et de la nature, c'est la grande tragédie parce que ça amène tout le reste. Vous voulez qu'on fasse l'inventaire des misères qu'il y a dans le monde actuellement? Des enfants qui se font bombarder, des imbéciles qui nous gouvernent et qui prennent des décisions pour nous, les G8, les G20 et tout ça. On pourrait faire l'inventaire, là. On passerait la nuit, on n'aurait même pas fini. Hein, de tous les drames. Est-ce qu'il faut que sans arrêt on allume la télévision puis qu'on regarde les choses atroces qui se passent dans le monde pour essayer de se donner un petit boost en disant non, il faut qu'on fasse quelque chose? Moi je pense qu'à travers chacun de nous, dans nos histoires personnelles, dans nos relations, on doit travailler pour guérir tout ça en permanence. Et le but d'un Essénien, c'est de devenir un thérapeute. Un thérapeute permanent, vivant, constant 24 heures sur 24, par ses attitudes de vie, par tout ce qu'il dégage, qui soit une source de guérison pour tous les êtres et que quand on le croise, après on se sente mieux. La nature même d'un Essénien, c'est ça. Quand vous le croisez, après vous repartez avec un peu plus d'énergie, hein, le cœur plus léger. Pas parce qu'on fait semblant et puis qu'on s'accroche des sourires avec un élastique, mais parce que c'est vrai. Et parce qu'en vrai, la nature est comme ça. Si tu es vrai avec 97 et donc 100% de ton être, tu vas être nécessairement une source d'harmonie et de guérison pour les gens autour de toi. Tu n'auras pas d'effort à faire. Et nécessairement, tu vas constituer un couple fonctionnel et harmonieux. Tu vas générer une énergie de bénédiction et de conscience. Mais, bien sûr, il faut travailler sur soi au départ. Ce n'est pas de la pensée magique, hein. C'est pas de dire oui, tout est déjà là, tout est déjà fait, on a juste à s'ouvrir à l'amour. Ben, en tout cas, essayez, puis vous m'en redonnerez des nouvelles. On doit vraiment faire un processus de guérison parce qu'on a été mal éduqués. Hein. Vous ne trouvez pas? On nous a rien appris, on nous a pas transmis quasiment rien. Et on nous balance comme ça, on nous donne peut-être 1 ou 2 diplômes en cours de route et puis on se débrouille. Hein. Puis finalement, regardez, vous avez vu, ça fait combien d'années qu'on a commencé à parler de l'écologie. Moi, je me souviens, dans les années 80, il y a eu les premières publicités à la télé qui disaient « Oh, un déodorant qui fait pas mal à la couche d'ozone. » Vous vous souvenez de ça? Alors moi, je me disais bon, ben, c'est super, ça y est, on va guérir la planète et tout. » Puis ça fait 30 ans. Non, il faut que nous, on fasse le travail. Il ne faut pas qu'on pense qu'il y en a au ministère ou au gouvernement qui s'en occupent. Là, c'est pas vrai. Ils s'en foutent complètement. Donc, c'est à nous de le faire.
Donc la voie des thérapeutes esséniens, alors je vous ai mis un bel exemple, c'est une petite image pieuse de Joseph, Marie et Jésus, mais vous savez, le grand secret, c'était quoi? C'est dommage, parce que les prêtres l'avaient peut-être un peu perdu. Ici, vous aviez une très belle tradition, tous les enfants étaient appelés Joseph et Marie. Mais c'était très beau en vrai, c'était pour dire, vous allez enfanter le Christ, prenez-en soin. Tous vos enfants, ce sera aussi important, ils seront aussi importants que Jésus. On nous transmettait l'idée qu'on était chacun de nous, on devait mettre au monde la lumière. Donc on doit s'associer pour mettre au monde la lumière, ce qui éclaire le monde. Pas seulement un bébé, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit être un homme, une femme, être ensemble, féconder et puis avoir des bébés. Non, ça veut dire quoi que tu fasses dans ta vie comme association, comme couple, génère la lumière, génère la conscience, génère l'harmonie. Ne t'associe pas pour générer le chaos et la maladie. Et la vie vient comment? Comme un petit bébé dont il faut prendre soin. Donc toi-même deviens Jésus, Marie. Joseph et Marie. Tu as été un Jésus, on a pris soin de toi, maintenant fais la même chose pour les autres. Donc vous voyez, l'idée du couple essénien, elle est toute résumée dans cette image. Ça ne veut pas dire que c'est des bigoteries catho. C'est dommage d'avoir mis ça à la poubelle. La déchristianisation du Québec, ça va être un grand malheur. Je suis un prophète, je vous le prophétise ce soir. Vous savez pourquoi? C'est parce que je viens d'un pays qui a été déchristianisé 150 ans avant vous. Vous allez au chaos direct. Au chaos. Et ceux qui sont religieux et qui vont venir ici, ils vont prendre votre place. Parce que ceux qui sont religieux sont plus forts. Parce qu'ils ont un ciel au-dessus d'eux que ceux qui ne l'ont pas. La déchristianisation, c'est un grand malheur qui est arrivé. Je ne dis pas que les religieux, justement, n'ont pas une part de responsabilité. Ils en ont, sûrement. Mais c'est très dommage d'avoir jeté le bébé avec l'eau du bain. On a tout balancé, on ne veut plus entendre parler de tout ça et tout ça. On n'appelle plus les enfants Marie et Joseph. Ça veut dire qu'on ne leur transmet pas un souhait, une vision, un espoir, en disant « vous allez enfanter le Christ aussi ». Vous savez, dans la région d'où je viens, en France, en Provence, au moment de Noël, on avait des petits personnages en terre cuite, des santons, et on représentait tout notre village à nous, notre voisin et tout ça, et on accueillait le Christ à Noël. Ça veut dire que c'était nous tous, chaque famille était l'étable. Et oui, on accueillait l'enfant. Donc l'enfant, encore une fois, c'est pas nécessairement un enfant physique, ça peut être un projet, une entreprise, une idée, une vision. Un couple sans vision, c'est une relation. Et c'est correct. Mais ne confondez pas une relation, n'attendez pas du sirop d'érable dans une relation. Ça peut être doux un moment, mais ça va être amer à un autre. Même très, et piquant. Donc ça, c'est une voie de thérapie essénienne qu'on enseigne. Moi, j'ai fini globalement mon idée. Je vous ai dit ça vraiment très très vite et je pourrais développer beaucoup de détails. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Ça va prendre une séance numéro 2. Donc c'est la voie des thérapeutes esséniens, c'est un chemin que j'enseigne. La prochaine session commencera en septembre. C'est la prochaine formation en thérapie essénienne. Donc vous avez compris que c'est une idée de se reconstituer à 100%. Pour ça, il faut comprendre, étudier, expérimenter, vivre, puis mettre en pratique. Mais je pense qu'il faut s'organiser et le faire ensemble, parce qu'encore une fois, si on attend de l'extérieur, si on attend notre bonheur des autres, on ne va pas avoir grand-chose. Allumez votre télé, puis vous allez voir ce qu'on va récolter, ça va être juste de pire en pire. Et donc la prochaine conférence, c'est le lundi 23 avril. Je pense que ça va être sur comment se libérer du karma et comment fonctionne le karma, et les dettes karmiques et tout ça. Si c'est des sujets qui vous intéressent, ça va être noté ça le lundi 23 avril. Donc pour être tenu informé, vous pouvez vous inscrire sur le Facebook du Centre essénien de Sherbrooke qui parle de nos activités. Et puis, il y a d'autres activités ici, un groupe de méditation, mouvement sacré. Vous pouvez vous renseigner auprès de Marguerite ou juste donner votre courriel pour être informé. Et puis, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et puis, dans un mois, on se parle du karma en général et en particulier. Préparez vos questions. Je laisse la parole à Marguerite qui va vous parler du centre.
Oui, parce que... Ah oui, allez-y. Ah oui, allez-y, allez-y. Bah oui. Alors merci à tous et puis bonne soirée, puis à bientôt.